Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Boss, le rendez-vous des patrons et des patronnes. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Philippe Martinez, président d'ADECO France. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Alors, au sommaire de l'émission, une première séquence, David rencontre Goliath, où tu feras face à une start-up et vous parlerez de vos points communs. Ensuite, on aura la séquence en coulisses, où on reviendra un peu sur tes moments forts de ta et de tes vies de dirigeants et aussi de ton quotidien. Et on terminera avec une interview top chrono, donc comme son nom l'indique, il y a une série de questions-réponses assez rapides. Ça te va ? Eh bien, c'est parfait. Merci encore d'avoir accepté l'invitation et on passe tout de suite à la séquence David rencontre Goliath. Et la start-up donc, qui te fait face, c'est Kirae, donc un jeu vidéo qui développe les soft skills. Et donc, je suis ravie d'accueillir donc, sa PDG, Lisa Ferrer. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venue. Alors déjà, Lisa, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce qu'est ce fameux jeu ? Kirae, c'est un outil d'accompagnement, de formation, de sensibilisation aux soft skills qui va s'appuyer du coup en partie sur le jeu vidéo pour finalement accéder à la réalité de la compétence et permettre à chacun, quel que soit son profil, quelles que soient ses expériences, d'identifier, de développer et de valoriser ces fameuses compétences transverses, ces soft skills. Alors, est-ce que c'est un sujet que toi, tu regardes un petit peu, tout ce qui est donc les soft skills ? Bien sûr, c'est un sujet parce que aujourd'hui, nos clients, les clients recherchent avant tout des soft skills. Alors, est-ce qu'ils recherchent des soft skills ou ils recherchent peut-être moins des hard skills ? Parce qu'on sait que la réalité aujourd'hui, c'est que le diplôme, le savoir est complètement disrupté par les technologies et ça va de plus en plus vite. Donc finalement, ce qui reste, peut-être, ce qui est le plus important, c'est l'humain. Et l'humain, c'est toi, c'est moi, c'est la manière dont on est constitué. Alors, c'est pas plus de soft skills et moins de hard skills, tu es d'accord ou pas ? C'est sûr que de toute façon, c'est complémentaire. On ne peut pas réduire quelqu'un à ses soft skills de la même façon qu'il faut arrêter de réduire les gens à leurs compétences techniques. Par contre, la vérité, c'est que les derniers chiffres de l'OCDE, ils nous disent que la durée de vie d'une compétence technique aujourd'hui, c'est 2 ans. Oui. Donc en fait, bien sûr que quand on recrute quelqu'un, même sur des missions courtes, on recrute quelqu'un qui est dans un monde qui est en train de changer, dans un cadre de travail qui est en train de changer, avec des outils qui sont en train de changer. On a eu l'accélération évidente et le coup de projecteur au moment du Covid, mais c'est quelque chose qui reste aujourd'hui très d'actualité. Et je dirais que c'est aussi en train de se décentrer, c'est-à-dire qu'on parlait beaucoup des soft skills pour les managers, pour les cadres et pour les dirigeants, et ça y est, on arrive aujourd'hui à en parler aussi pour les métiers opérationnels qui sont en fait les plus concernés finalement par les transformations à court terme et qu'on oublie souvent quand on parle de soft skills. Et quand même, un dirigeant aujourd'hui, ça doit avoir presque que des soft skills en fait. Oui. En tout cas, c'est la partie visible. Ce que moi, potentiellement, j'ai pu acquérir en quelques décennies, c'est mon histoire. Mais la manière dont on agit ou on interagit, c'est la partie visible de l'iceberg. Et c'est, comme on disait, c'est super important que ça soit arrivé. Et maintenant, clairement, au niveau des emplois peu qualifiés. Parce que justement, sur un emploi peu qualifié, quand même le cœur métier d'ADECO, par définition, c'est ça qui va faire la différence. C'est ma capacité à interfacer avec mes collègues, avec mon patron, de jouer l'équipe. Donc c'est vraiment ça qui va faire la différence aujourd'hui. C'est ce que nos clients nous demandent avant tout. Et toi, c'est ce que tu vois chez tes clients aujourd'hui ? Oui, exactement. Et puis, vraiment, sur les métiers opérationnels, les soft skills, c'est à la fois un enjeu de productivité. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable de rester concentrée sur ma tâche ? Comment je réagis quand il y a un imprévu ? Comment est-ce que, justement, je m'insère dans une équipe qui est peut-être déjà constituée ? Ça, c'est des choses qui vont changer à la fin de la journée, la quantité de travail que j'ai pu faire. C'est aussi des notions de bien-être face, justement, aux transformations. Et donc, du coup, le fait de bien vivre ces transformations, ça demande aussi d'avoir des compétences qui ne soient pas centrées sur la technique, parce que quand la technique change, en fait, je suis un peu démunie sinon. Et donc on le voit aujourd'hui, nous quand on échange avec nos clients, on commence à voir émerger la prise de conscience qu'effectivement il faut élargir les outils de formation soft skills, qu'il faut plus simplement les réserver à des managers ou à des cadres et que ça concerne vraiment tout le monde.
de l'opérateur de production à une personne qui va faire des ménages ou qui fait du service à la personne. Ça a un impact chez tout le monde. Donc Adecco pourrait travailler avec Kirae. C'est déjà le mariage est déjà largement entamé, parce qu'effectivement on s'est croisés un peu par hasard et on a un certain nombre de pilotes en place. Parce que, en plus, ce qui est sympa dans cette start-up, c'est le côté gaming et le côté ludique. Et nous, évidemment, la fidélisation de nos intérimaires, c'est clé, puisque aujourd'hui, avant tout, en fait, il faut trouver des gens. Et donc nos intérimaires, tous les gens qui sont dans nos bases de données et qu'on fait travailler, c'est notre capital. Et d'être différenciant avec nos intérimaires en justement leur proposant ce jeu, finalement, c'est les former, leur faire prendre conscience de qui ils sont, mais aussi c'est valorisant parce que on a une techno qui est assez sexy, et du coup, on pense pour nous que c'est un avantage compétitif dans la fidélisation de nos intérimaires. Est-ce qu'il y a des soft skills qui sont très très recherchés aujourd'hui ? La numéro 1, celle qu'on a beaucoup vue après le Covid, justement, c'était l'adaptabilité. Parce qu'on demandait aux gens de bouleverser leur cadre de travail, leur organisation, et tout d'un coup, on se retrouvait effectivement à des gens qui étaient plus ou moins rigides face à l'imprévu. Et donc ça, on en a beaucoup parlé. Et alors c'est marrant parce qu'on a vu émerger là très récemment d'autres sujets, et notamment le sujet de la capacité à rester concentré. On sait, quand on travaille avec des partenaires plus industriels notamment, qu'il y a des enjeux de sécurité derrière, mais avec l'arrivée de nouvelles générations et les transformations un peu là qui sont arrivées récemment, on a une vraie demande et une vraie problématique qui est liée à: est-ce que je suis capable de rester concentré sur ma tâche, est-ce que je suis capable de ne pas me laisser distraire par le bruit ambiant, mais aussi le bruit numérique. Et donc du coup, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu venir, parce que la concentration, ça paraît un peu... et en fait, qui est en train de devenir un vrai gros sujet de productivité pour les boîtes aujourd'hui. Tu es d'accord ? Oui, bien sûr. C'est absolument clair. C'est un sujet. Et alors, pour ou contre le CV ? Je pense qu'on ne peut pas s'abstraire, on ne peut pas décider qu'on n'utilise plus un outil qui est tellement rentré dans les mœurs. Puis c'est intéressant parce que le CV, c'est aussi la sélection que je fais moi-même de toute mon expérience, de la somme de mon expérience, et la façon dont je choisis de la présenter. Donc c'est intéressant. Par contre, quelle place on donne au CV dans un processus de recrutement, c'est là où en fait il y a d'autres choses aujourd'hui qui rentrent en jeu. Et puis un CV, c'est quelque chose d'assez figé, alors qu'on est aujourd'hui dans des environnements de travail plus mouvants. Et c'est là aussi où avoir de la micro-certification, avoir d'autres dispositifs plus numériques, plus flexibles peut-être, ça permet de mieux s'adapter, de mieux répondre en fait à un monde du travail qui est aussi plus mouvant, plus flexible, et du coup qui n'a peut-être plus le même cadre que ce qu'il était il y a encore 5-10 ans. Pour ou contre, même question ? Non, je pense que ça va rester, et ça va rester un des éléments, mais je pense que c'est plutôt quelque chose qui tend à devenir moins important, puisque justement les soft skills, par définition, qui deviennent plus importantes, ne sont pas dans le CV. Et donc je crois que c'est la beauté de notre industrie, c'est que l'humain va rester très présent. Après, on va faire des CV de plus en plus qui utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle générative. Donc, les CV vont être de plus en plus extraordinaires. On a chez nous on a créé et développé un outil qui s'appelle le CV Maker, qui permet justement à des gens qui sont peu qualifiés, peu lettrés, finalement de dicter à une machine leur expérience. Et le CV se constitue automatiquement. Donc, impressionnant. Merci beaucoup, Lisa, d'être venue aujourd'hui. Et maintenant, on va passer à la séquence en coulisses. Alors, on va commencer par ton passé dirigeant donc chez Xerox, donc qui est un acteur bien connu, alors surtout sur les imprimantes, on va dire multifonctions. Alors en 2002, tu es devenu président de Xerox en Italie. Alors j'ai lu dans une interview que ces 2 années passées ont été les plus marquantes de ta carrière. Tu disais l'expérience la plus passionnante et la plus difficile. Pourquoi ? Parce que quelque part, c'est votre premier job de general manager. Donc, quand on est patron d'un pays, on a un patron, mais il est un peu loin. Et vous arrivez dans une compagnie où, si vous êtes là, c'est parce que la compagnie ne va pas très bien. Et les Italiens sont des vendeurs absolument exceptionnels. Ils vendent, mais ils n'encaissent pas.
Il y a un petit problème de cash et donc la situation est vraiment mauvaise d'un point de vue profitabilité, mais d'un point de vue trésorerie. Donc il faut faire le propre. Et il n'y a personne dans le succession plan de la mafia italienne, donc voilà, on débarque un Français. Et effectivement, le 15 décembre, le patron de l'Europe me dit il faudrait que tu sois là-bas le 3 janvier. Alors ok, le contrat était sympathique, les conditions étaient sympathiques, mais enfin, je lui ai dit quand même, Jean-Noël, c'est dans 3 semaines. Oui. Je ne parle pas italien. Oui. Je suis gay et tu m'envoies au pays du pape. Oui. Bon. Et donc effectivement, ça a été 2 années et demie exceptionnelles, et où j'ai découvert finalement les Italiens. On parle souvent du choc de culture entre un Français et un Anglais, mais finalement, il y a les Alpes au milieu, c'est très très différent, un Français et un Italien. Et puis finalement, on a réussi, moi avec mes 3 mots d'italien, on a réussi à faire une équipe et on a réussi à faire ce qu'il fallait faire. Donc ça a été vraiment dur humainement au début parce que j'ai douté de comment on allait le faire, comment avoir l'adhésion d'une équipe qui quelque part vous attend pas avec un grand bienvenu. Et tu as dû apprendre l'italien, j'ai lu. Alors ouais. C'était pourquoi? Parce que parce que les Italiens ont alors il faut faire attention à ne pas faire de généralité qui pourrait choquer, mais je pense que les Italiens ont la même carence avec les langues étrangères que les Français, et donc voilà, donc il vaut mieux être assez rapidement en tant que patron capable de synthétiser en fin de meeting ce qui a potentiellement été discuté et décidé pour éviter les surprises. Et donc il y a beaucoup de différences, manager des Italiens et manager des Français? Dans ce que, pareil, c'était qu'une expérience. Les Italiens sont extrêmement créatifs. Donc c'est, dans mon expérience, c'est passionnant parce qu'il y a des idées, ça fuse partout. Mais de cette créativité fait qu'il y a le pendant, c'est-à-dire que on a une nouvelle idée l'après-midi. Donc du coup, on n'a pas toujours implémenté l'idée du matin. donc voilà, essayer de mettre un peu de rigueur anglo-saxonne et de processus chez les Italiens, c'est un challenge. Mais si on arrive à cadrer cette créativité avec des processus, on a une recette gagnante. C'est un peu ce qu'on a fait. Et puis le deuxième facteur, c'est que les Italiens sont très très sur l'apparence. Donc c'est très très agréable de travailler en Italie, de vivre à Milan. C'est vraiment, voilà, c'est pour le plaisir des yeux, c'est très agréable. Mais ça a un petit défaut, c'est que effectivement, bien souvent, sur un changement de job, sur une proposition de job, sur des cross-géographies ou des cross-fonctions, c'est pas est-ce que c'est bien pour moi, c'est qu'est-ce que les autres vont dire de ce mouvement. Voilà, c'était les deux choses qui m'ont vraiment interpellé en Italie. Et après, donc, tu es passé chez Xerox France, donc là où tu as aussi pris la direction. C'est quoi? Tu avais le mal du pays, fallait rentrer? Non, mais Xerox France, c'était la deuxième operating company du groupe derrière les États-Unis, donc la plus grosse compagnie en Europe. J'avais commencé tout petit vendeur de porte-à-porte il y a 25 ans, et puis voilà, c'était un peu le Graal d'être parti tout en bas et d'arriver tout en haut. Donc il y avait je dis pas que je me suis levé pendant 25 ans avec cette idée-là, mais voilà, je suis arrivé là et c'était quelque part un aboutissement. Et puis peut-être qu'une fois qu'on a l'aboutissement, on se dit what's next. C'est peut-être pour ça que j'ai quitté Xerox derrière, parce que c'était tiqué, quoi. Et d'ailleurs, tu as passé donc, 27 ans là-bas, 25 chez Xerox. Ouais. C'est quoi? Tu es quelqu'un de fidèle dans le travail? Je pense qu'on fait partie je fais partie d'une génération où on avait... où nos parents nous avaient appris le mythe de l'entreprise, et on avait peut-être d'ailleurs une croyance un peu naïve en l'entreprise, mais en tout état de cause, je suis fidèle. J'ai fait 2 entreprises en 40 ans et je vis avec la même personne depuis 40 ans, donc oui, je dois avoir une sorte de fidélité. Il se transperce. Et alors, pourquoi tu quittes, là, voilà, au bout de 27 ans? C'est quoi, une petite crise personnelle, ou c'est, voilà, fallait changer? Il y a plusieurs raisons. Il y a que... On parle d'un smart boss, ou on parle qu'est-ce que c'est qu'un bon patron.
les entreprises, si on regarde les entreprises, bon, à part quelques exceptions, les entreprises qui ont marqué le siècle et qui marquent les siècles, c'est les entreprises qui sont dirigées par des gens visionnaires, qui amènent dans leur foulée des gens qui sont les meilleurs. Et voilà, et on se retrouve avec la meilleure équipe et on gagne. Chez Xerox, Xerox c'était une belle entreprise, mais voilà, Xerox a tout inventé, mais Apple a tout pris. Et c'est une entreprise qui, au fil des années, comme d'ailleurs l'ensemble de l'industrie de la bureautique, aujourd'hui on n'imprime plus quand même, beaucoup. Donc, il y avait ce fait de... Voilà, c'était une entreprise d'une époque, et puis il y avait peut-être le moment de changer. Voilà, et donc quand c'est le moment de changer, on n'est pas actif sur le marché, mais on est passif sur le marché, et c'est là où les chasseurs de tête font leur boulot. Alors, je fais un petit saut dans le temps. Donc là, tu arrives dans la grande maison Adecco, directeur général de la région Asie-Pacifique. Est-ce que c'est facile ou pas d'être patron français en Asie ? C'est assez facile, oui. C'est assez facile. D'abord, en fait, on se rend compte que les entreprises du 500 ont énormément de cadres dirigeants européens ou américains. Et particulièrement sur des hubs ou des headquarters qui sont souvent à l'époque à Hong Kong, à Singapour et en Chine, mais finalement de plus en plus à Singapour avec ce qui s'est passé à Hong Kong. En fait, voilà, on est accueilli parce qu'on représente un savoir-faire professionnel. Voilà. Après, les Asiatiques en règle générale, alors pareil, je fais très attention. C'est comme si je disais les Européens, un Suédois, c'est pas un Portugais et un Japonais, ça n'a rien de commun avec un Malais. Mais en règle générale, c'est quand même des dictatures démocratiques qui ont cadré leur population. Donc l'éducation est très cadrée, l'enseignement supérieur est très cadré. Donc il reste ce côté un peu envoûtant parce que c'est des pays qui se sont construits sur quelque part l'ordre. Ils n'ont pas guillotiné Marie-Antoinette et donc du coup c'est très relax d'être patron là-bas parce que le patron a priori il est là pour faire le bien, donc il a les bonnes décisions, il fait le bien et donc il y a une sorte de respect, d'être attendu comme le Messie, d'être écouté avec beaucoup de respect. Ça peut, dans certains cas, être friser la complaisance, mais en tout cas, c'est confortable. Bon, alors, au cours de ta carrière, tu as occupé quand même plusieurs postes, donc directeur commercial, directeur service client. Est-ce que n'importe quel patron de business unit, de département, peut devenir aujourd'hui PDG ou c'est réservé plutôt aux directeurs commerciaux ? C'est difficile de répondre à cette question. Je pense que c'est l'ADN de l'entreprise qui c'est... Les Américains et les entreprises américaines dans les années 80-2000 ont réellement créé beaucoup de carrières internes. Et voilà, je pense que j'ai eu beaucoup de chance chez Xerox parce que j'ai fait 12 jobs en 25 ans. Et donc, ça veut dire que les Américains étaient très bons très tôt pour manager la diversité, manager la mobilité et projeter les gens. Ce qu'on appelait les early high potential, dont j'étais peut-être. Et donc, effectivement, je crois qu'il faut regarder l'entreprise. Si aujourd'hui, on est jeune et qu'on veut se projeter, ou si on a 30 ans et qu'on veut se projeter, et qu'on se dit, finalement, il faut effectivement, il y a sans doute des entreprises où c'est plus facile que d'autres. Donc, la géographie, la mentalité, l'ADN. Et je pense que Xerox, c'était relativement facile à partir du moment où on était mobile. Et Adecco, l'écosystème est assez large, donc il y a 60 pays, donc on peut aussi, à mon avis, progresser en cross-géographie ou en cross-fonction assez facilement à partir du moment où on le dit. Quel est un peu ton ou peut-être tes styles ton style de management ? Ça, c'est difficile. Fidèle, oui. J'ai vu authentique. C'est vrai que je pense qu'on est tous nés au même endroit et on mourra tous au même endroit. Donc je crois que c'est pour moi important. J'ai toujours été curieux et intéressé. Donc voilà, je suis curieux. Je suis
Et si on est curieux, ça veut dire qu'il faut savoir ce qui se passe sur le terrain. Et s'il faut savoir ce qui se passe sur le terrain, il faut y aller. Et s'il faut y aller avec les mots du terrain et avec une proximité. Voilà. Donc, est-ce que c'est une attitude forcée ou c'est une attitude naturelle ? Je pense que j'ai la chance que ce soit plutôt une attitude naturelle. Mais si elle n'est pas naturelle, il faut la forcer parce que sinon, de toute façon, on n'aura pas la substantifique moelle de ce qui se passe dans son entreprise. Et je pense qu'aujourd'hui, le risque majeur, le plus gros risque pour un dirigeant ou pour un politique, c'est de se couper de sa base et de ne pas comprendre ce qui se passe dans son entreprise ou dans son pays. D'ailleurs, j'ai lu plusieurs interviews, portraits aussi de toi donc, ces dernières années. Et il y a quelque chose qui revient souvent, c'est que tu es quelqu'un d'humble. Est-ce qu'on peut vraiment être humble quand on est à la tête d'une grande entreprise ? Pareil, je pense que c'est pas une question de... Je pense que la manière dont on vit, je fais pas que des choses humbles, mais je les étale pas, parce que je fais pas d'humble. Mais en tout état de cause, j'ai plutôt une approche de pragmatisme. Si je suis basé à Lyon, je suis à Paris très souvent. Bon, voilà. Quand on arrive à la gare de Lyon pour aller à la Défense, le plus pragmatique et le plus efficace, c'est le RER A. Oui. Donc après, est-ce que je suis humble parce que je prends... Non, je pense que dans mes traits de caractère, j'en ai les deux, mais il y a l'exigence. Je pense que je suis un dirigeant exigeant. Sympathiquement chiant, quoi. En tout cas, c'est ce que j'essaye d'être. Et donc pour ça, quand il y a deux alternatives, deux choix, et qu'il y a un choix qui me paraît plus efficace, c'est celui que je prends. J'ai aussi lu, alors qu'on dit souvent de toi que tu casses les codes. Alors, casser les codes, ça prend du temps. On peut le faire au bout de 25 ans, ou alors il faut justement le faire très vite. On va dire que la beauté de mon âge, c'est qu'on a l'expérience. On a 35 ans derrière, où on a fait des choses qui ont plus ou moins bien marché, donc on apprend de ses erreurs. Je crois que voilà, la proximité et le fait d'être proche des gens, et donc du coup, oui, de laisser un peu aussi paraître ce qu'on est, de son vécu. Voilà. Et il y a toujours évidemment la limite. Où est la limite pour un dirigeant de sa stature ? Parce que je suis le président, je peux pas danser la nouba à poil. Mais quand même être proche, être intéressé par les gens et montrer finalement que on a tous à un moment les mêmes soucis, les mêmes peines, les mêmes histoires, parce que c'est la vie. C'est pour ça que tu vas souvent, on a vu beaucoup de photos de toi dans des agences, donc tu te déplaces beaucoup pour aller les voir. Bah oui, c'est la chose objectivement la plus agréable dans ma vie de dirigeant, quoi. C'est d'écouter, de prendre des notes. Et puis généralement, mon comex et mes directeurs, quand je rentre, ils ne sont pas contents que j'y sois allé parce que je reviens avec pas mal une to-do list. Une to-do list, mais c'est super important parce que l'entreprise, elle sera efficace si ces 6000 collaborateurs sont engagés. Et s'ils sont engagés, c'est parce que potentiellement, je connais leurs problèmes, je sais ce qu'il faut résoudre et on s'y attelle. Et on n'est pas magicien, hein, donc il y a des sujets sur lesquels on va mettre des mois, voire des années. Mais au moins, c'est pas faire du populisme, c'est réellement c'est la productivité d'une entreprise. Bon alors, tu n'avais pas échappé dans cette interview, mais bon, tu as quand même un homonyme bien connu dans ce monde qui a été... Pas moins connu maintenant. Voilà, mais pendant plusieurs années, il a été patron de la CGT. Est-ce qu'on t'a déjà confondu avec lui ? Non. Jamais ? Non. Alors, je pourrais essayer de mettre une moustache, mais... Non, quand même. Non, ça s'est pas produit. Mais par contre, je suis arrivé le 1er avril, c'est pas un poisson à la tête des conférences. Je suis arrivé dans vraiment la tourmente. Après 5 ou 6 années du cocon disneylandais de Singapour et de la Suisse. Voilà, donc là, effectivement, j'ai vu son nom beaucoup trop. Et j'ai vu d'ailleurs que tu avais tweeté il y a quelques années une tribune de Julien Leclerc, qui est un patron d'un PME dans le Figaro. Et la tribune s'intitulait « Cher Monsieur Martinez, arrêtez d'emmerder les
les Français. Alors, pourquoi il t'a emmerdé, monsieur Martinez? Je me rappelle pas l'histoire, mais je me rappelle vraiment pas l'histoire. Toi, tu l'as peut-être regardé, non? Je suis pris de court. Non, bon, c'est pas grave. J'aurais peut-être dû d'ailleurs te prévenir avant. Non, bah écoute, et dernière petite question. Alors, tu n'es pas obligé de répondre, mais comme tu l'as dit au tout début de l'interview, tu as dit je suis un patron gay, etc. C'est pas des choses dont on parle souvent en France. Est-ce que c'est tabou ou pas? En tout cas, moi j'ai eu la chance de travailler dans une entreprise américaine où c'était facile. Un management through diversity, c'était vraiment dans les guidance. Et je pense que c'est pas un tabou, mais je pense que finalement, la société a énormément évolué, dans le bon sens. Pas partout, malheureusement. Mais dans l'entreprise, finalement, je pense, et je le vois aujourd'hui, quand j'ai fait mon coming out il y a 35 ans chez Xerox, je pense aujourd'hui, finalement, 35 ans après, c'est pas nécessairement plus facile. Ouais. C'est peut-être plus facile, alors vraiment plus facile dans la sphère des amis, dans la sphère familiale, mais dans l'entreprise, très étonnamment, on a toujours, et j'en ai rencontré, des collaborateurs qui me disent, finalement, et Dieu sait que ça me parle, finalement, le lundi matin, à la machine à café, on féminise ou on masculise le nom de son partenaire. Et donc, en tout cas, chez moi, il y a un gros travail qui est engagé pour que le manager soit acteur. On ne peut pas forcer les gens à faire leur coming out, mais en tout cas, le management a un rôle important pour donner un cadre de confiance, un cadre vraiment d'ouverture, pour que justement les gens se disent oui, c'est évident, il faut que je le dise, plutôt que de continuer à raconter des cracks au café le lundi matin. Merci beaucoup d'avoir partagé ce dernier point. Et maintenant, on va passer à la séquence interview chrono. Alors, tu as travaillé en Asie. Quel est ton pays asiatique préféré? La Thaïlande. Est-ce que tu utilises ChatGPT? Non. Pas du tout. Est-ce que tu peux me citer une entrepreneuse ou une dirigeante française que tu apprécies, qui t'inspire? On va peut-être parler d'Agathe Monpet, parce qu'elle est assez populaire en ce moment, la nouvelle patronne de Leroy Merlin. Leroy Merlin, très bon choix. J'ai vu que tu aimais bien la moto. C'est quoi ton modèle de moto préféré? Un Ducati Scrambler. Alors, tu es plutôt télétravail ou classique au bureau? Plutôt classique au bureau, mais néanmoins appréciant un petit peu de télétravail de temps en temps. Est-ce que Adecco, ce sera la dernière boîte où tu vas travailler? Ah oui. Quelle est l'application que tu utilises le plus? Radio Garden. Je ne connais pas du tout, j'irai voir. Est-ce que tu es déjà retourné en Italie depuis que tu as quitté Xerox? Les radios du monde sur une petite application. Est-ce que je suis déjà retourné en Italie? Oui, bien sûr, c'est un pays que j'adore, même si je suis plutôt espagnol maintenant. Et enfin, tu es plutôt LinkedIn, Instagram ou TikTok? Instagram de cœur et LinkedIn d'obligation. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions et puis à l'interview aussi en coulisses. Et j'espère qu'on se reverra bientôt. Merci à tous d'avoir regardé l'émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir. Au revoir.